Vous avez accepté une promesse d'achat conditionnelle à l'inspection sur votre propriété. L'inspection se fait. On pense que ce n'est pas idéal comme rapport d'inspection. Soit ils ont trouvé des problèmes ou soit ils ont imaginé des problèmes. Je vous explique la suite après ça. Donc, vous avez reçu une promesse d'achat que vous avez acceptée, qui était conditionnelle à l'inspection de la propriété, probablement au financement et à d'autres choses, mais je vous parle aujourd'hui principalement de l'inspection et de son rapport d'ailleurs. En fait, les gens font inspecter la propriété par un inspecteur qui est reconnu la plupart du temps. La promesse d'achat faite par les courtiers révèle que l'inspection doit être faite par un inspecteur qualifié et doit produire un rapport écrit valide là, et doit être idéalement membre de certaines associations d'inspecteurs. Ce qui se passe en fait, c'est qu'un inspecteur se rend à la maison en question, va faire le tour de la propriété, va faire une inspection, des fois de 2, 3, 4 heures, durant laquelle il va passer son temps à faire le tour au complet de la maison, va probablement avoir des outils également pour aller fouiner l'humidité, un peu voir la densité de l'isolation de la propriété en thermographie, on peut dire. Mais il y a toutes sortes d'outils maintenant que les gens peuvent se servir pour inspecter la propriété. Des fois, ça se passe bien, super bien. Des fois, ça se passe plutôt mal. Mais des fois, ça peut être ambigu aussi. Ambigu dans le sens où ce qui est un grave problème pour un n'est pas nécessairement un grave problème pour quelqu'un d'autre. Donc, l'interprétation du problème devient en soi le problème. Donc, ça va prendre des expertises, ça va prendre peut-être des soumissions pour des travaux, pour démontrer que le problème, en fait, c'est pas un problème de 4000 $, c'est un problème de 400 $. Donc, c'est pas rien pour faire tomber une promesse d'achat. En fait, un problème de 400 $, là. C'est pas un montant significatif sur une propriété de 2, 3, 100, 400, 500, 600 000 dollars. Là. Je pense pas que 400 $, ça va casser notre acheteur ni notre vendeur là, d'un côté ou de l'autre. Bon. Moi, je vous parle d'un cas que j'ai eu récemment. Je ne dirais pas rien par rapport au cas, mais je vais expliquer le cas en tant que tel. J'ai des gens qui mettent leur propriété en vente. On reçoit plusieurs promesses d'achat. Ils en acceptent une conditionnelle à une inspection. Donc, les gens font inspecter la propriété. L'inspecteur se rend là-bas et découvre des problèmes, effectivement, qui représentent une bonne somme d'argent probablement à réparer. On parle, entre autres, de la lisse, le pourtour de la maison qui est à côté sur le solage. Bon, la lisse a des infiltrations d'eau. On va de l'autre côté. De l'autre côté, il y a le parement qui est en cannexelle ne descend pas jusqu'au solage, parce que je pense, au niveau de la RBQ, la norme, c'est, je pense, 1 pouce en bas du début du solage qu'il faut que le revêtement de la maison dépasse. Donc, doit cacher le joint entre le solage et la lisse. Et notre maison en question, ben, le revêtement arrive bien au-dessus de la lisse, bien au-dessus de la fin du solage. Et ça fait en sorte qu'ils ont monté le crépi du solage à la hauteur du cannexelle, camouflant ainsi la différence là, avec la lisse. Ce que ça fait, ben, le crépi, c'est du béton, c'est absorbant, donc l'eau va s'infiltrer, on appelle ça par capillosité, avec le béton. L'eau va s'infiltrer, va être tirée vers l'intérieur par les parties sèches, et va mouiller la lisse, va mouiller l'isolant derrière le crépi en question et va créer possiblement de la moisissure, de la pourriture éventuellement. Bon, ça dépend combien ça fait de temps que c'est fait et si c'est plutôt ventilé ou non. Si c'est bien ventilé, mettons qu'il n'y aurait pas d'isolant en arrière, ben possiblement qu'on aurait juste des traces d'eau, on n'aurait pas nécessairement de moisissure ou rien de ça parce que ça sécherait presque au fur et à mesure que ça entre. Mais notre cas, bon, il y a de l'isolant,
c'est probablement au moins, pas moisi, mais il doit y avoir du noir, c'est un peu des traces de moisissure, puis possiblement aussi, on va dire, de la pourriture au niveau de la lisse. Donc, l'inspecteur recommande d'aller fouiller plus loin, de prendre un entrepreneur qualifié pour aller voir, faire une estimée des travaux à faire, puis jusqu'où c'est rendu, puis combien ça peut coûter pour corriger le problème. Et on comprend qu'il va falloir possiblement corriger le revêtement à l'extérieur aussi pour descendre au niveau du solage, pour camoufler la partie qui est en bois et empêcher les infiltrations d'eau en même temps. Et là, l'inspecteur continue son inspection, trouve des petites choses, se rend à l'entretoit, découvre un peu le même, pas le même problème, mais un certain problème aussi au niveau de l'entretoit. Il y a possiblement un manque d'isolation dans le bout des chevrons, des trosses qui s'accotent sur le mur. Il y a des infiltrations dans ce coin-là. La toiture a été refaite. Il y a certaines moulures qui apparaissent comme étant pas normales, qu'il faudrait peut-être investiguer un petit peu plus loin. Bon, des problèmes encore là qui nécessitent l'intervention d'un entrepreneur qualifié pour aller fouiller un petit peu plus loin encore là pour voir c'est quoi le problème, combien ça pourrait coûter pour le corriger et tout ça. Donc, les gens prennent quelques jours, les acheteurs prennent quelques jours pour recevoir leur rapport d'inspection puis analyser tout ça. C'est une propriété qui, présentement, le marché étant ce qu'il est, a été en surenchère. Donc, les gens avaient payé plus cher que le prix qui était demandé. Il y avait plusieurs offres d'achat en même temps. Et finissent par se décider de se retirer de leur offre d'achat et remettre le rapport d'inspection dont j'ai eu copie en même temps et que j'ai pu regarder toute l'analyse de l'inspecteur. C'est sûr que du côté vendeur, quand on regarde ça, on n'est pas content parce que on était vraiment sur le bord de croire que notre propriété était bien vendue puis que tout était réalisé. Mais là, on a le problème de l'inspection et ce qui est le fun dans ce cas-là, c'est que les vendeurs n'étaient pas au courant de ces problèmes-là. Donc, pour eux, c'est devenu eux aussi un problème à régler ou à jongler d'une façon autre que ce qu'ils avaient avant l'inspection. Parce que pour eux, la propriété était correcte, la propriété était sans problème et tout se passait bien. Mais vu le travail de l'inspecteur, qui semble avoir fait un bon travail au travers de ça, parce qu'il a trouvé des vrais problèmes et non des problèmes fictifs là, qu'on va dire, il y a peut-être quelque chose là, il faudrait peut-être aller plus loin. Là, on voit vraiment qu'il y a un problème. Ça n'a pas été fait selon les règles de l'art, puis ça va être à corriger soit par le vendeur ou soit par le futur acheteur, mais il va y avoir quelqu'un qui va devoir corriger ça pour empêcher les problèmes d'agrandir. Et nos vendeurs, c'est sûr que c'est plate. Avoir à annoncer que la transaction va tomber à cause de l'inspection, avoir à annoncer les problèmes de la propriété, mais c'est jamais le fun. Mais au moins, le vendeur était sur place lors de l'inspection, puis il a vu lui-même les problèmes. Fait que ça lui a été expliqué également aussi. Fait que ça fait en sorte que la transaction, elle est plus bonne. On repart avec un rapport d'inspection qu'on appelle, nous, négatif. Négatif dans le sens où il y a des problèmes qu'on a rencontrés dans l'inspection. Alors, la meilleure façon de contrer le problème d'avoir le rapport d'inspection à donner au futur acheteur, ça va probablement être d'engager un contracteur pour aller faire une expertise de combien ça pourrait coûter les travaux. Combien pourraient coûter ces travaux-là, puis à partir de ça, soit ajuster le prix ou faire les travaux en question, ou du moins avoir l'évaluation, l'estimation, la soumission dans notre dossier pour qu'on puisse, oui, remettre le rapport d'inspection, mais également remettre une soumission en expliquant, mais regardez, les problèmes qu'on a là, dans le rapport, ça coûterait ça pour les réparer et garanti par un contracteur reconnu avec ses licences et tout ça. Donc ça vient améliorer la situation dans le sens où on n'est pas en terrain inconnu,
On sait combien ça va coûter pour le réparer, le problème. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Si ça coûte, je ne sais pas moi, 10 000 pour faire le tour au complet, bien, on sait que ça coûte 10 000 ça ne coûtera pas 45 000. On a vraiment l'idée, on a eu la base avec le rapport d'inspection et on a un expert qui s'en vient qui dit, ben moi, ce qu'il y a là comme problème, là, je défais ça, je fais ça, puis ça coûte X. Bon, fait que là, on est capable d'expliquer ça aux futurs acheteurs. On est capable de donner la bonne information et également le nom du contracteur qui s'est rendu sur place puis qui a fait la soumission. Il est sûrement intéressé de faire la job. Donc, si la job n'est pas faite par les vendeurs, bien, possiblement que les acheteurs vont probablement être intéressés de la faire par cet entrepreneur-là qui s'est donné la peine d'aller fouiner à son tour, de monter la soumission puis de s'engager dans ça. Bien, je pense que ça peut devenir positif rendu là. Est-ce que c'est toujours des cas comme ça qui sont évidents, qui sont faciles pas à régler, parce que c'est jamais le fun, comme j'ai dit, mais des cas qui sont plus... qu'on peut prouver, des cas qui sont réels, que c'est facile de voir que l'inspecteur n'a pas fabulé ou n'a pas inventé quelque chose. Là. C'est réel, c'est là, il y a un problème. Bon, c'est pas toujours le cas parce que l'inspecteur ne voit pas toujours les défauts. Il ne peut pas toujours ouvrir un mur. Oui, il y a des bons outils, souvent. Ça lui donne un indice. Mais parfois, il va juste dire, ben ça prendrait... Selon moi, il y a un point peut-être qui pose problème. On ne le sait pas. Je ne peux pas aller voir, je ne peux pas aller fouiller. Je ne suis pas un expert. Donc, je vous réfère à engager quelqu'un, un expert en la matière, pour aller fouiller s'il y a vraiment un problème. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais au moins, je vais avoir fait mon travail comme inspecteur pour vous aviser qu'il y a peut-être quelque chose en arrière du mur. Là. Il y a un petit coin, qui a un petit quelque chose qui m'allume. Peut-être que c'est rien, mais peut-être que c'est quelque chose. Donc, il va mettre dans son rapport, il va proposer dans son rapport d'engager quelqu'un, de faire venir un électricien, de faire venir un expert en la matière pour valider si effectivement il y a des problèmes. Puis s'il n'y en a pas, bien, tant mieux. Fait qu'il faut faire attention, l'inspecteur n'est pas toujours négatif dans les rapports. Oui, il va inscrire des choses qui vont peut-être vous sembler négatives, mais en même temps, il fait sa job de recommander un expert. Il ne dit pas qu'il y a un problème, il dit qu'il y a peut-être un problème, puis peut-être que ce problème-là pourrait même être compromettant pour la sécurité des gens à l'intérieur de la maison, de faire vérifier immédiatement, le plus vite possible, pour s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Et s'il y en a, bien, d'être au courant qu'il y a un problème. Donc, il faut faire attention. L'inspecteur n'est pas là nécessairement pour détruire la transaction. Et au contraire, il est là, je pense, pour rassurer nos acheteurs, mais vient protéger également les vendeurs parce que tout ce qui se retrouve dans le rapport d'inspection, je donne l'exemple justement de dire, bon, ben moi, le panneau électrique, je le regarde comme inspecteur, puis il ne m'a pas l'air conforme. Dans tous les panneaux que je vois, ça ne m'a pas l'air conforme. Mais écoutez, je ne suis pas un expert. Donc, engager un entrepreneur électricien qualifié qui va venir vérifier vraiment si le panneau est correct. S'il est correct, tant mieux. Je vais avoir fait ma job. Je vais juste vous avoir proposé de faire vérifier parce que selon moi, ça pourrait arriver qu'il ne soit pas complètement conforme. Bon, il est là pour ça. Et le fait qu'il fait ça, ben le vendeur devient un peu non responsable s'il y avait des problèmes avec le panneau électrique après. Donc, si l'acheteur décide de ne pas faire vérifier son panneau électrique avant l'achat, ben c'est plate, mais l'acheteur, il va être pris avec son panneau électrique après. Parce qu'on lui a dit de faire vérifier que ça se pourrait qu'il ne soit pas correct. Il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. Un vice caché, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qui n'était pas visible d'un œil attentif lors de l'inspection, puis qui cause un préjudice assez important. Donc, dans notre cas, l'inspecteur lui a dit, il a recommandé de faire vérifier, donc c'était visible. Possiblement qu'il y avait un problème, puis tu ne l'as pas fait vérifier, c'est devenu ton problème comme acheteur. Fait que c'est pas toujours négatif l'inspection au niveau vendeur. Souvent, les vendeurs vont être réticents, vont dire « oh, l'inspection, j'aime pas ça », ils vont fouiller pour trouver des cochonneries. Mais c'est pas vraiment la réalité. L'inspecteur, il n'est pas là pour trouver des cochonneries, il est là pour faire des recommandations la plupart du temps, d'un œil attentif, tout simplement. Fait que, oui, il y a une interprétation qui est faite. Je vous dirais que pour avoir vu des inspecteurs qui étaient, on va dire, bons, puis d'autres des moins bons, puis pas nécessairement dans le sens de bons pour trouver des problèmes, puis moins bons pour pas les trouver, c'est pas ça. Dans le sens d'interpréter les problèmes, d'expliquer aux gens que
Je vous donne un exemple bien facile. Quand ils viennent faire l'inspection d'une propriété, la plupart ont des testeurs pour vérifier la polarité dans les prises de courant. La polarité, c'est, on peut dire, le plus et le moins, le blanc et le noir qui est connecté à l'arrière dans la prise de courant. Donc, cette polarité-là, elle doit être toujours pareille. Le noir à une place, puis le blanc à une autre place. Des fois, les gens vont inverser ces deux fils-là, vont mettre le noir et le blanc à l'inverse, et le petit testeur va dire il y a un problème ici dans la prise de courant, le fil n'est pas à la bonne place. Écoutez, c'est pas vraiment un grave problème à réparer, puis c'est pas quelque chose qui va coûter 2000$ à réparer, de changer les prises de courant qui sont défectueuses à ce niveau-là. C'est l'électricien vient, il enlève la prise de courant, change juste les fils de côté, remet la prise, c'est terminé, la job est faite et ça devient dans les normes à ce moment-là quand la job est faite. Mais c'est pas quelque chose non plus qui est très grave lors de l'inspection, c'est pas un problème. Mais la façon de le présenter de l'inspecteur aux acheteurs peut faire une grosse différence. Et la façon aussi dont le test est fait, parce que je me souviens d'avoir vu un inspecteur à un moment donné qui faisait ça. Puis là, tu sais, la première qui teste, il met son testeur dans la prise de courant, puis il fait ça comme ça, tu sais. Fait que là, OK, la deuxième, là, il est encore un peu plus fort. Non, tu sais. Puis là, la troisième, ben la madame qui suivait l'inspecteur, parce que c'était la conjointe, les deux achetaient la maison, le monsieur et la madame, elle reculait, elle, parce que l'inspecteur ne donnait pas de détails sur le problème en tant que tel. La madame, elle pensait que ça allait sauter, là. Elle était sûre, elle, que ce problème-là pouvait faire en sorte que quand le gars met son testeur ou qu'elle allait brancher quelque chose dans la prise de courant, que ça pouvait sauter et que ça pouvait être très dangereux. Fait que il a fallu que moi, j'intervienne pour expliquer, pouvez-vous, monsieur l'inspecteur, expliquer à la madame ou à ces gens-là, c'est quoi la solution, puis selon vous, qu'est-ce que ça peut coûter de faire réparer ce problème-là. Et là, il a expliqué, il a pris le temps d'expliquer aux gens, là, ça l'a calmé le jeu. Mais vous comprenez que c'était pas dans ce temps-là, là, il y a quelques années, faire le tour de la maison, je pense que c'était 175$, je pense que l'électricien chargeait pour remettre les bonnes polarités dans les prises de courant qui n'étaient pas bonnes. Fait que c'était pas très compliqué comme problème, mais juste le fait de ne pas l'expliquer de la bonne façon, de le présenter de la bonne façon au client, ben la madame, elle aurait probablement sorti de la maison et elle aurait probablement reculé à cause, peut-être pas juste à cause de ça, mais ça aurait peut-être fait pencher la balance de se retirer à cause de l'inspection parce que les prises de courant étaient comme ça. Alors que c'était pas vraiment un enjeu au niveau de la propriété. C'était facile à réparer, c'était pas cher. Mais oui, il y avait effectivement un problème. L'inspecteur l'a rapporté. Mais il faut faire attention, il y a des inspecteurs qui ont de la misère à interpréter les problèmes qu'ils vont relever. Et c'est ça qui est dangereux pour les courtiers, entre autres, parce que des fois, les courtiers vont s'avancer en disant « Ah, ça, c'est rien, c'est pas un problème. » On n'est pas des experts, on n'est pas électricien dans ce cas-là. On ne doit pas faire ces recommandations-là. Mais le fait que l'inspecteur soulève le problème, c'est lui qui doit expliquer le pourquoi il soulève un problème, puis de la façon dont on pourrait régler le problème selon son expérience, bien sûr. Mais il va faire une recommandation pareille de faire venir un électricien pour faire valider ça. Puis dans son rapport, ça va être écrit aussi. Parce qu'il vient se protéger lui-même, il a relevé possiblement un problème et il vient se protéger en le mentionnant pour ne pas se faire poursuivre à un moment donné plus tard en disant ben écoute, tu m'en avais pas parlé, tu ne l'as pas écrit dans ton rapport. Fait que c'est sûr que lui, il va le mentionner dans son rapport, puis il va avoir des photos à l'appui avec le testeur pour se protéger. Donc, l'inspection, c'est pas toujours un problème. C'est beaucoup un problème d'interprétation, je vous dirais, pas mal plus qu'un problème d'inspection. Dans de rares cas, oui, il y a effectivement des problèmes. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, je vais continuer d'acheter, mais je n'achèterai pas au même prix que j'avais payé parce que là, j'ai, mettons, un problème de 15 000 $ ou 20 000 $ à corriger. C'est significatif sur une propriété de 300 000. Ben, à partir de là, ils vont essayer de renégocier l'entente. S'ils avaient fait une offre de 300 000, ils vont essayer de renégocier leurs 20 000 ou leurs 25 000 de travaux à faire avec le vendeur. Puis si le vendeur accepte, ben, il va y avoir quand même un deal qui va se faire. La maison va se vendre, mais en connaissance de cause du côté de l'acheteur.
Et le rapport va suivre l'acheteur, tout simplement, puis il fera ce qu'il fera avec après. S'il fait faire les travaux pour 8 000 par un autre entrepreneur qui connaît et qui ne charge pas cher, ça sera son problème et non le problème du vendeur. C'est une autre chose que je mentionne souvent à mes clients. J'essaie de mentionner, les deux options sont possibles toujours, mais j'essaie de mentionner toujours aux clients de ne pas faire les travaux, à moins que ça devienne un problème pour la vente. Mais sinon, on est mieux de vendre comme c'est là, avec le problème connu et mentionné et déclaré. Fait que l'acheteur achète en connaissance de cause, peut faire des expertises avant son achat final, mais il est au courant qu'il y a un problème, qu'il va devoir s'en occuper lui-même. S'il ne veut pas s'en occuper, il ne s'en occupe pas, mais il va devoir faire son suivi à lui et non le vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur se rend responsable de la réparation qu'il va avoir fait faire par l'entrepreneur en question. Fait que ça vient donner une garantie supplémentaire à l'acheteur qui lui dit, ben écoute, moi j'ai acheté, t'as fait réparer, ben c'est ton problème, moi c'est toi que je poursuis, tu poursuivras l'entrepreneur si tu veux bien le poursuivre. Fait que c'est pour ça que je dis aux vendeurs la plupart du temps, ne pas effectuer les travaux, ne pas faire effectuer les travaux quand on a des problèmes d'inspection comme ça, à moins, comme je dis, que ça devienne un problème qu'on a de la misère à vendre à cause de ça. Notre cas présentement de la liste que je vous ai parlé, ben c'est peut-être un cas où ça serait bon de penser de faire corriger le problème si on ne trouve pas un acheteur dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, exemple. Ben ça serait peut-être une bonne façon d'amener un entrepreneur puis de corriger le problème. Ou du moins le plus rapidement possible d'avoir une soumission pour savoir combien ça coûte ce problème-là, qu'est-ce que ça représente, ces deux problèmes-là surtout. Le reste, c'était des petites affaires, là, selon moi. Les deux vrais problèmes, c'est la question de la toiture et la question de la liste là, qui est possiblement pourrie au niveau du solage. Donc, le rapport d'inspection, quand on l'a reçu et que les gens se sont désistés de leur offre d'achat, de leur promesse d'achat, bien, ce rapport-là, il faut donner l'information qui est dedans au prochain acheteur. Donc, les gens qui veulent faire une promesse d'achat sur cette propriété-là à l'avenir devront avoir l'information du rapport d'inspection, devront savoir qu'il y a des problèmes, devront savoir qu'il va falloir soit s'entendre sur un prix ou soit s'entendre sur la correction du problème. Et le rapport, comme je dis, moi, je calcule que c'est pas une mauvaise chose de l'avoir en main quand le prochain acheteur va être là. On est capable d'expliquer les problèmes. On a souvent une soumission qu'on va avoir fait faire par un entrepreneur pour dire, ben voici, oui, effectivement, il y a des problèmes dans le rapport, mais voici la soumission, ça coûterait X montant pour la réparer. Donc, on a ramené le prix plus bas parce qu'il y avait ça à faire ou la possibilité de négocier, elle est là parce qu'il y a ces travaux-là à faire. Donc, ça va un peu plus être une transaction presque parfaite après. Pourquoi? Parce que les gens achètent avec l'information. Ce n'est pas une surprise suite à l'inspection. Ils ont l'information. Tout de suite, je décide d'aller voir la propriété, d'aller la visiter et de faire une promesse d'achat. Bien, ils sont déjà en connaissance qu'il y a ça comme problème, effectivement. Fait que lors de leur visite, ils peuvent mettre un accent sur ces problèmes-là déjà en partant, voir si eux autres mêmes peuvent trouver des solutions, même amener un entrepreneur avec eux des fois lors de la visite pour justement valider que c'est peut-être pas si pire que ça le problème, ou ça coûterait à peu près de temps, puis de ne pas s'en faire, puis on va le faire, puis c'est tout. Fait que ça devient un outil de vente et non un problème. Le rapport d'inspection, quand il est fait avant, est toujours plus le fun parce qu'on est capable de placer les bonnes choses, d'expliquer les problèmes, de démontrer, de faire des soumissions, des estimés de réparation, de faire corriger quand ce n'est pas des gros problèmes. On fait corriger tout de suite les problèmes. Il n'y en a plus, voilà. Le rapport d'inspection mentionnait que l'entrée électrique était à vérifier. Voici la facture, on a fait vérifier l'entrée électrique et tout est beau. Donc, on passe là-dessus. C'est plus de casse-tête pour l'entrée électrique. Tout a été vérifié par un entrepreneur. La facture est à côté. Puis c'est fait. Fait qu'on est capable de corriger ça tout de suite en partant.
Et je vous dirais que c'est une autre méthode de travail, mais moi, j'aime beaucoup travailler avec ça parce que on connaît la propriété, on sait les problèmes, on est capable, avant même de visiter, de préparer nos clients en fonction d'eux et même de préparer les autres courtiers également parce que quand ça arrive, ben, on parle à l'autre courtier et on explique le rapport d'inspection avant qu'il confirme la visite et à son tour, va expliquer à ses clients, ben, écoute, on va aller voir cette propriété-là, écoute, il y a probablement matière à négociation, on est capable de négocier, il y a certains problèmes, on m'a expliqué les problèmes, si c'est ça, c'est pas si pire, viens voir ça. Ça permet de faire des corrections de ce niveau-là. Autrement dit, on corrige tout de suite avant comment je dirais bien ça? Avant la surprise. Donc, les gens n'ont pas de surprise quand ils visitent. Après ça, l'inspection, il n'y en a pas, ou des fois, ils vont faire même eux autres mêmes aussi faire inspecter, mais généralement, les mêmes problèmes vont ressortir. Fait qu'il n'y a pas de surprise dans le rapport d'inspection qui va sortir. Ils ont déjà la copie de l'autre rapport d'inspection qui mentionnait tous ces problèmes-là. Fait que c'est pas... c'est facile. En tout cas, moi, je pense, mon expérience à moi, c'est plus facile après, quand on a... C'est plus facile après, quand on a toutes les informations, quand on a le rapport d'inspection dans les mains, ben, on sait exactement c'est quoi la propriété, on sait à quoi s'attendre, on est capable de donner leur juste aux clients et aux autres courtiers qui veulent visiter la propriété. Fait que ça résume, en gros, des fois, les promesses d'achat qui tombent à cause de l'inspection. Les gens sont découragés, les gens... c'est vraiment un grave problème. Faut faire attention à ça. C'est pas toujours un gros problème, le rapport d'inspection. Vous l'avez, le problème. Donc, vous êtes au courant. C'est pas quelque chose que vous aviez camouflé, que vous êtes fait pogner. C'est quelque chose que... Ah, je savais pas moi non plus. Effectivement, il y a un problème. Ben, tout de suite là, on devient... Tous les intervenants deviennent en mode solution et non en mode combat comme quand on fait la question de se retirer, de vouloir se retirer de l'inspection ou d'essayer de négocier après l'inspection. Ben, autant le vendeur est réticent à négocier après une inspection, autant l'acheteur veut voir, crime, je savais pas ça, moi j'aurais pas été visité si j'avais su ça, puis il est comme négatif. Ben, c'est mieux de laisser tomber cette transaction-là, puis on va trouver un autre acheteur de toute façon qui va comprendre la situation, qui va vouloir accepter la situation, soit corriger lui-même ou soit faire corriger par le vendeur avant la promesse d'achat en tant que telle. Fait qu'on va avoir des factures, on va avoir des garanties d'entrepreneurs et tout ce qui va avec. Ça vient rassurer tout le monde. Et on a un beau programme chez Remax qui est le fun pour ça. Intégrité, que ça s'appelle. Intégrité, c'est un programme qui est offert aux vendeurs et aux acheteurs également. On va faire inspecter la propriété par un inspecteur et qui est mandaté par la compagnie qui fournit l'intégrité qu'on parle. C'est une compagnie d'assurance, en d'autres mots. Là. C'est vraiment des gens dans la construction qui font de la garantie de maison neuve également, qui faisaient la garantie de maison neuve dans le temps où ce n'était pas la GCR qui garantissait. Donc, ils ont modifié leur programme et sont en allés dans les maisons existantes, dans les pas neuves, on va dire ça comme ça. Et ils ont adapté le programme. Et Remax s'est associé à ça. L'intégrité fait partie des courtiers Remax. Oui, il y a un frais à payer au niveau des acheteurs ou des vendeurs pour cette protection-là. Mais ce qui est le fun comme vendeur, c'est que vous avez déjà une idée avant la mise en vente de la propriété. Qu'est-ce qu'il y a ou qu'est-ce qu'il y aura comme problème qui va sortir au niveau du rapport d'inspection si les gens font inspecter. Et l'autre belle chose de ce programme-là, c'est qu'ils viennent assurer contre les vices cachés jusqu'à 40 000 $ avec une franchise de 5 000 $ aux vendeurs, exemple. Donc, les acheteurs achètent, ils ont une protection pour 2 ans pour 40 000 $ si jamais ils découvrent des vices cachés. Et vices cachés, ben, il ne faudra pas que ça se retrouve dans le rapport d'inspection, ni le rapport d'inspection de l'acheteur, ni le rapport d'inspection de la compagnie Intégrité, de la compagnie qui vend l'Intégrité pour nous. Donc, si c'est dans le rapport, c'est parce que c'était visible. On s'entend. Fait qu'il n'y aura pas de vice caché à ce moment-là et la poursuite va tomber tout simplement parce que c'est un vice apparent. S'il est dans le rapport, c'est parce qu'il était apparent. Et à ce moment-là, ce n'est pas un vice caché. La compagnie fait un rapport d'inspection dans le but de se protéger contre les vices cachés. C'est sûr qu'elle fait le tour de la maison, elle prend en note, elle prend des photos,
tout ce qui est possible de voir comme possible problème de la propriété se retrouve dans ce rapport-là. Fait que c'est le fun d'avoir ça à la base quand on fait la mise en marché de la propriété. On connaît déjà à grande majorité la propriété. Le rapport d'inspection va nous mentionner s'il y a possiblement de la moisissure dans un coin, s'il y a possiblement de la moisissure dans l'entretoit. On va connaître toutes ces informations-là et on va être capable de préparer les gens en conséquence. La visite, les autres courtiers, tous les intervenants, on va être capable de les préparer en conséquence de ce qu'on a comme information. Beaucoup plus le fun, beaucoup plus facile que d'avoir la surprise le jour de l'inspection avec tout le monde présent, le vendeur, l'acheteur, le courtier, l'inspecteur. Fait que ça fait beaucoup de choses des fois à interpréter qui ne sont pas nécessairement bonnes ou mauvaises. C'est juste que la façon de l'interpréter, la façon de le comprendre est souvent différente aussi. Fait que c'est des bonnes choses qu'on fasse l'inspection avant. Donc, le programme Intégrité est vraiment une belle alternative pour nos clients, pour les vendeurs, et ça protège également l'acheteur aussi. L'acheteur est garanti de son côté et peut procéder lui-même à la demande d'intégrité et payer sa part là-dessus pour avoir la protection de 40 000 $ pour 2 ans. Donc, c'est des bonnes choses que vous retrouvez avec un courtier Remax. La bannière est grosse. Je lisais, je pense, au Québec, on est rendu à 4600 courtiers au Québec et c'est la plus grosse bannière immobilière, c'est certain. Là. Dans le monde, je pense qu'on était rendu au-dessus de 120 000 ou 130 000 courtiers dans le monde, avec, je ne me souviens plus comment, de 1000 bureaux dans le monde entier. Donc, c'est une bannière reconnue. C'est quelque chose que les gens reconnaissent également. Le ballon Remax et les courtiers Remax sont reconnus. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Je suis là pour ça. L'exemple que je vous ai donné, c'est un cas réel qui vient de se passer la semaine dernière. Et si vous avez des informations que vous aimeriez avoir plus précises, gênez-vous pas, appelez-moi, écrivez-moi, commentez, n'importe quoi. Je vais vous répondre de toute façon, c'est pas un problème. Mario Labrec, courtier immobilier chez Remax Accès. Je vous dis bonjour et à la prochaine.